Dans un instant, vous avez rendez-vous avec la rencontre quotidienne enregistrée à la librairie Ombre Blanche à Toulouse. Aujourd'hui, Jean-Louis Etienne présente son livre « Aux arbres citoyens » paru aux éditions Paulsen, en conversation avec Jean-Antoine Loiseau, mercredi 20 novembre 2019. Bonne écoute. Voilà, le silence se fait progressivement, comme quand il n'y a pas de vent dans les arbres, hein, Jean-Louis. Bon, tu diras quelques mots peut-être de la raison pour laquelle tu es aujourd'hui à Toulouse, hein, c'est à l'initiative de la ville, hein, mais je te laisserai dire pour quelles raisons et dans quelles circonstances, puisque avec ce travail, avec tout ton travail, tu as amené, après l'explorateur, à être un ambassadeur des glaces, ambassadeur des arbres, ambassadeur de bien des choses. Tout le monde, je crois, te suit depuis longtemps. Moi, je suis très heureux que tu sois ici, dans cette librairie. Jean-Louis, beaucoup de monde doit savoir que nous sommes pays, comme on dit, et nous avons fréquenté le même lycée, le lycée Jean Jaurès. C'est un beau nom, Jean Jaurès, quand même, hein, quand on pense au temps d'aujourd'hui. Voilà, et tu es dans les arbres, quand tu le peux, du côté de Castres. Du côté de Vielmur, là aussi, c'est pas un secret. De toute façon, personne ne va venir te faire la chasse au docteur Étienne, n'aie aucune crainte. Et puis, de toute façon, dans les arbres, tu es caché, hein. Tu te déguises en vert, et puis... voilà, et tu m'as montré des photos, c'est magnifique. Voilà, parce que c'est vrai que les arbres, c'est magnifique. On était en train d'évoquer un dessinateur d'arbres, qui lui aussi est dans le Tarn, voilà, et dont nous exposerons des œuvres prochainement. Il s'appelle Jean-Luc Favero. Et d'une certaine façon, tu es aussi, à ta manière, un artiste des arbres. Et je vais laisser justement... révéler cette forme d'artiste des arbres, la laisser se révéler au fur et à mesure de cette discussion que tu vas avoir tout de suite avec Jean-Antoine. Je vais te laisser la parole pour le tout. Merci. Merci, Christian. Merci beaucoup, Christian, pour cette présentation. Je suis très heureux de retrouver Jean-Louis Etienne. Nous nous étions rencontrés au cours de l'évocation de votre livre « Persévérer ». Je persévère toujours. Et vous persévérez toujours, voilà. Vous écrivez en prologue de « Aux arbres citoyens pour renouer avec l'écosystème Terre » aux éditions Paulsen. Déjà enfant, j'aimais travailler le bois. À 13 ans, je fus orienté en formation professionnelle. Je n'avais aucun doute sur mon choix. Je voulais être menuisier. Mais à mon grand désarroi, lors de l'inscription au collège technique, il n'y avait plus de place dans la section menuiserie charpente. On m'a alors collé dans celle de tourneur-fraiseur. J'en ai longtemps nourri une certaine frustration. Quelques années plus tard, quand on me proposa de passer le bac, j'ai ambitionné de devenir ingénieur des eaux et forêts. À l'occasion d'une réunion d'information professionnelle, cependant, je tombais des nues. Si vous voulez vivre dans la nature, il faut être garde forestier. L'ingénieur, lui, gère les stocks de bois dans les bureaux. À défaut d'en avoir fait un métier, les arbres et le bois ont toujours accompagné mes passions de bricoleur et de bâtisseur, mes rêves aussi. Les arbres furent la toise de mes premiers défis. Je m'arrête là. Peut-être quelques mots sur votre invitation dont parlait Christian d'abord pour d'entrée de jeu. Oui, il se trouve qu'il y a une initiative de la mairie de Toulouse pour planter des arbres au Jardin du Muséum. C'est rigolo parce que c'est une opportunité, c'est un croisement effectivement. Et donc j'étais tout à l'heure avec le maire et des enseignants et on fait des trous et planter des arbres. Et donc je les ai invités à persévérer. Puisqu'en fait, dans la nature, ce sont les geais, ce sont les animaux qui sont les forestiers. Et en ville, il faut que nous fassions le travail de la nature. Et donc, je les ai encouragés à planter des arbres. Alors, un livre qui est un peu placé sous un peu le haut, le symbole de Henri David Thoreau. C'est important de le souligner parce que vous revenez à votre enfance, hein, on l'a bien compris, vous dites en effet que de tout le temps, vous étiez bricoleur, vous étiez passion pour le bois, pour les arbres. Oui, oui. Et ça, c'est un peu ce que vous faites dans vos livres, ce besoin de se ressourcer, d'aller à l'enfance, chercher. Oui, j'habitais donc à Vielmur, c'est pas loin d'ici. Et derrière la maison, il y avait les champs, donc c'était à la campagne. J'étais un garçon assez timide. Et les défis, c'était de grimper dans les arbres, surtout au mois de mai, par là, quand les pies arrivent à maturité ou les tourterelles des bois, et donc monter là-haut pour attraper les oiseaux. Et donc j'avais des oiseaux apprivoisés. Je vivais donc beaucoup, après bien sûr faire des cabanes, mais j'ai toujours aimé le travail du bois. C'est tendre le bois. Le métal, c'est beaucoup plus dur, c'est beaucoup plus froid, mais le bois, c'est tendre et sans compétence, on peut arriver avec un clou, un marteau, à faire des choses qui ressemblent à quelque chose. Et voilà, donc le travail du bois m'a toujours inspiré. J'étais fasciné par les outils. J'ai toujours aimé les outils. Il n'y a pas très longtemps, il y a une télévision, France 2, c'était me dit, est-ce que
on voudrait faire une petite émission avec vous. Est-ce qu'il y a un coin, donc j'habite à Paris l'essentiel du temps, est-ce qu'il y a un coin qui vous plairait, un restaurant, un musée où vous aimez vous recueillir, etc. Il dit, écoutez, on pourrait aller faire ça à Castorama. Surprise générale. Il me dit, pourquoi voulez-vous aller? Ou alors au sous-sol du BHV. Ce sont des lieux où j'aime aller. Il y a des outils. Et les outils, ça m'inspire. Voyez. Surtout, il y a plein d'outils, il y a des petits, il y a de tout. Surtout, je ne sais pas si vous connaissez le sous-sol du BHV à Paris, mais vous avez toute une multitude de choses avec tout ça. Voilà. Donc l'outillage et le travail du bois, c'est quelque chose qui m'a toujours vraiment intéressé. Et l'origine de ce livre, c'est effectivement la demande des éditions Paulsen d'écrire quelque chose sur le travail du bois, le goût du bois, la construction des cabanes, etc. Et c'est comme ça que je suis rentré dans l'arbre. Vous êtes rentré dans l'arbre. C'est pas mal. Oui. Je parlais d'Henri David Thoreau. Qu'est-ce qu'il incarne pour vous, cet écrivain? Vous parlez de Jean-Henri Fabre aussi. Hein, Thoreau, ce sont les deux auteurs que vous citez. Ce qui m'a plu, c'est c'est un transcendentaliste, c'est-à-dire, bon, c'est compliqué. Il a essayé de chercher une relation intime avec la nature. C'est ça qui m'intéressait. La première fois que j'ai lu ça, j'avais 18 ans. Et donc, je me suis dit, mais ça, c'est intéressant. Et donc, Thoreau, il a habité pendant 2 ans. Le conseil, Walden, où la vie dans les bois. Donc, Walden, c'est un étang où Thoreau, ça se passe aux États-Unis, dans le Massachusetts. Et c'est un élève brillant qui a fait des études à Harvard et puis qui avait ce besoin d'intimité, de ressentir profondément la nature. Et donc, il a fait une retraite de 2 années dans une cabane avec ce souhait d'entrer en intimité totale avec les éléments naturels. Et ça m'avait plu. Et donc, il n'y a pas très longtemps, je revenais de Paris à Toulouse en voiture, là, et j'entends Thoreau. Alors, on va dire Thoreau. J'ai pris l'habitude de dire Thoreau. J'ai appelé un libraire, j'ai dit, est-ce que vous avez un livre de Thoreau? Il m'a dit non. Est-ce que vous avez un livre de Thoreau? Oui. Bon, alors, maintenant, on va... Je dis Thoreau aussi, vous avez vu. On va dire Thoreau, on se met d'accord. Hein. Et donc, il y avait une émission à France Culture sur Thoreau, et c'était toute une émission sur la désobéissance civile. J'ai dit, merde, Thoreau, c'est quand même pas que ça, quoi. Et en fait, je me suis renseigné, j'ai vu que France Culture, ils avaient fait 4 heures sur Thoreau, et moi, je suis tombé sur la désobéissance civile. Mais ils en ont fait d'autres qui étaient... Donc, j'ai été beaucoup sensibilisé par ça. En plus, c'était un bricoleur de génie. Et pendant que ses copains de Harvard avaient des carrières brillantes, lui, effectivement, il a cherché à cultiver intimement ses relations avec la nature. Jean-Henri Fabre aussi, vous avez... Bah oui, parfois vous le citez oui, comme étant... Fabre. Ah oui, non, mais c'est aussi Jean-Henri Fabre, c'est un livre de chevet. Il a écrit un livre qui s'appelle Ma plante, qui avait été édité aux éditions Privat, ici. Ma plante, ou leçon de botanique à mon fils, ou à mon petit-fils, je me souviens pas. Alors, ce qui me plaît chez Jean-Henri Fabre, c'est un érudit, bien sûr, mais c'est un pédagogue extraordinaire. Bouvier m'a appris à écrire, Jean-Henri Fabre m'a appris la pédagogie scientifique. Ah oui, c'est remarquable. Il avait un siècle d'avance sur les processus biologiques des plantes avec une précision. Voilà, donc ça, c'est deux grands inspirateurs. Alors Thoreau, justement, il a écrit « C'est dans l'état sauvage de la nature que réside la sauvegarde du monde ». Vous citez, et ça en a fait une phrase qu'on retrouve maintenant, qui sert de devise aux parcs nationaux des États-Unis. Peut-être développer un peu cette idée, justement. Oui, c'est le sous-titre, renouer avec l'écosystème. Renouer avec l'écosystème Terre. Le sous-titre plus qu'important. Juste un petit mot, j'y reviens à votre question. Sur le titre. Aux arbres citoyens. J'avais écrit donc ce livre-là, et je l'avais appelé « L'arbre et l'avenir de l'homme ». Tout y contribue, mais l'arbre aussi. Et j'étais un soir avec des copains J'ai fait la course autour du monde à la voile avec Tabarly. On avait une soirée de copains de la mer. Et donc, toi, qu'est-ce que tu fais? Toi, qu'est-ce que tu fais? Toi, qu'est-ce que tu fais? Moi, je raconte que j'ai écrit un livre sur les arbres. L'arbre et l'avenir de l'homme. Ça avait ému personne. Et à la fin de la soirée, je dis, vous avez compris, les gars. Aux arbres citoyens. Et tous, ils me disent, putain, mais c'est ça le titre. Voilà. Là, tout d'un coup, ils ont réagi. Je me dis, ben oui. J'ai eu du mal à l'incarner, aux arbres citoyens. Mais en fait, quand on regarde toutes les vertus de l'arbre, tout ce qu'il peut amener, c'est une invitation à planter des arbres. Et votre question, c'est quoi? Renouer avec l'écosystème. Ben oui. Si vous voulez, l'écosystème Terre, c'est originel. C'est l'économie circulaire par excellence. Vous voyez, ça repose sur un trépied, l'écosystème Terre. Production primaire. La production primaire, c'est le verre, c'est la photosynthèse, c'est le point de départ de toutes les vies, que ce soit à terre ou en mer. En mer, c'est le phytoplancton, ces herbes planctoniques. La mer, elle n'est pas bleue, elle est verte.
Si on regarde avec un microscope, vous avez du phytoplancton, ce sont ces aires planctoniques. Donc ça, c'est l'écosystème, la production primaire. À terre, bien sûr, tout le verre, tout ce qui contient de la chlorophylle, en fait. C'est le point de départ de toutes les vies. Premier point, production primaire. Deuxièmement, les consommateurs. Dans la nature, les consommateurs, ils sont végétariens, carnivores. Dans un système proie-prédateur, ils se mangent entre eux, etc. Et le troisième pilier formidable de la nature, ce sont les recycleurs. Et les recycleurs, bon, on connaît les hyènes et tout ça, les vautours, mais derrière tout ça, il y a les recycleurs microscopiques. On est fait davantage de bactéries dans notre corps que de cellules. Nos cellules, elles ne sont pas éternelles, elles meurent en permanence, elles sont remplacées. Puis vous avez des tout petites bactéries microscopiques qui dévorent les détritivores, on appelle ça les détritus. Donc on est fait plein de détritus. Et donc dans la nature, vous avez ces recycleurs. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont transformer la matière organique des consommateurs en matière minérale. Ils recyclent jusqu'au bout en matière minérale qui va revenir alimenter la production primaire. Donc vous voyez cette économie circulaire de la nature. Production primaire, consommateur, recycleur. Ça marchait bien jusqu'à ce qu'arrive Superman, nous. Et donc, nous, on est des mutants surdoués. Il faut quand même se le dire. On est des mutants surdoués, on invente des choses d'une force remarquable que la nature ne peut pas endurer. Toutes les espèces que l'on connaît, les plus simples, les espèces visibles, on va dire, puisque c'est là où on les voit, toutes ces espèces, elles naissent avec le matos pour la vie. Le sens de l'orientation, de quoi se défendre, le venin, les crocs, les griffes. Vous voyez, chaque espèce naît avec le matériel pour la vie. Un oiseau migrateur ne bénéficie en rien de l'invention du GPS. Vous voyez ce que je veux dire? Ça leur est acquis pour la vie. Et entre eux, ils connaissent les forces, les faiblesses dans un système propre-prédateur. Ça marche bien. Et puis nous, on arrive avec une force colossale. On a pris possession des espèces, on a pris possession des espaces. On maîtrise tout. Avec quel dessin, on ne sait pas. Donc l'idée de renouer avec l'écosystème Terre, c'est un canevas tout le temps que je propose. Je fais des interventions en entreprise. Tout le monde veut sauver la Terre. Donc je dis, partez de ce canevas. Qu'est-ce que vous faites bien et mal pour la production primaire? Soyez des consommateurs intelligents. Et alors là, on a une lacune énorme, c'est qu'on est des très très mauvais recycleurs. Recycleur, ça ne veut pas dire qu'il faut recycler tout ce que l'on a créé. Bien sûr, il faut le faire. Mais il faut réfléchir en amont. C'est-à-dire que les choses que nous fabriquons, elles soient le plus possible entièrement recyclables, de manière à pouvoir entrer dans un système où on ne va pas épuiser les ressources. Vous voyez? Donc c'était... C'est quoi votre question? C'était celle-là, oui. Non, c'est le principe de l'écosystème. C'est le principe de l'écosystème que disait... Vous écrivez, en 2 siècles, l'homme a pris possession de la planète et avec quel impact? Toutes sortes de pollutions infiltrent la terre, l'air et les océans. Le réchauffement climatique perturbe le cycle de l'eau à l'échelle planétaire. Sécheresse, inondations, intensité des cyclones, montée du niveau des mers, érosion et submersion des côtes sont la conséquence du réchauffement de l'océan. Les dégâts environnementaux touchent l'humanité tout entière. Et c'est là, comment reconquérir les équilibres de l'écosystème Terre? En décryptant l'économie biologique de la planète, il est apparu avec évidence l'existence d'un dénominateur commun à la vie de toutes les espèces, l'arbre. Omniprésent, il gratifie la planète et l'humanité de ses multiples potentiels. Il est le gîte et le couvert de la biodiversité, le château d'eau entre la terre et le ciel, un matériau de reconstruction et de chauffage, pourvoyeur d'oxygène et régulateur du climat. Il séquestre le carbone, il est le garant de la conservation des sols et le possible réconciliateur entre agriculture et nature. C'est fou, parce qu'en fait, c'est vraiment l'élément... L'arbre est central pour... Voilà. Oui. Vous avez évoqué le climat, j'en parle rapidement. Bon, le réchauffement climatique, c'est une réalité. On a perdu du temps parce qu'on en a fait un sujet de conversation populaire. Ce n'est pas un sujet de conversation populaire. La planète s'est réchauffée de 1 degré en 1 siècle. 1 degré en 1 siècle. Personne n'est capable de percevoir un réchauffement moyen à l'échelle de la planète de 1 degré en 1 siècle. Si vous voulez 2 personnes qui vont dans la boulangerie en face le matin acheter la baguette de pain, imaginons, c'est au mois de juin. Au mois de juin, il fait un peu frais. Donc, salut, ça va, t'as vu le temps qu'il fait. En général, les 2 mamelles de la conversation, la santé et le temps qu'il fait. Bon, imaginons qu'il fasse froid au mois de juin, il y en a un qui va dire à l'autre, tu crois au réchauffement climatique, t'as vu comment on se caille, quoi. Et l'autre, il va commencer à dire, t'as raison, moi je crois qu'il nous raconte des carabistouilles, etc. Ça ne se perçoit pas, vous l'avez compris, on ne peut pas percevoir un réchauffement moyen de 1 degré en 1 siècle. La Terre, elle a pris 1 degré. Imaginez, vous, tout le monde a l'air d'aller bien là. Vous avez 37.
Imaginez 38. 38, c'est ce qu'on appelle une fébricule. On a pris 1 degré. On est fait à 80% d'eau. Pour réchauffer notre corps, qui est fait à 80% d'eau de 1 degré, de 37 à 38, il faut beaucoup, beaucoup de chaleur, beaucoup d'énergie emmagasinée. Mais la Terre, elle en est là. Elle a une fébricule, c'est une fièvre chronique. Et vous voyez, 1 degré, ça fait ça. Elle ne va pas bien. Et bien, c'est ça l'image qu'il faut retenir. Que nous sommes des acteurs du changement climatique. Et deuxièmement, c'est quelque chose que l'on ne perçoit pas. Et c'est une maladie chronique. Et comme toutes les maladies chroniques, on dit qu'il va falloir qu'on aille voir le docteur. Eh bien oui, il va falloir qu'il y aille. Et puis on traîne un peu et à un moment donné, bam, première complication. Et la Terre, elle en est là aujourd'hui. Elle est à l'aube de ces complications que l'on voit apparaître. Ces dérégulations, ces périodes intenses de chaud en été, ces canicules. Et puis vous avez remarqué qu'on est en train de perturber considérablement le cycle de l'eau. C'est l'océan qui accumule tout cet excès de chaleur. 93% de l'excès de chaleur dû au réchauffement climatique est absorbé par l'océan. 93%. L'air ne fait que véhiculer, il ne stocke pas. Donc tout ce qui est dans l'océan aujourd'hui, si vous voulez, réchauffe, c'est à la surface que ça chauffe. Les alizés, ces fameux vents qui partent de l'Afrique vers la Caraïbe, vers la Guadeloupe, la Martinique, ils poussent cette eau chaude de surface depuis toujours. Et ça fait ce qu'on appelle de temps en temps des tempêtes tropicales. Si vous allez là-bas, de temps en temps, tout d'un coup, pendant 2-3 jours, il pleut, il y a du vent. C'est l'océan qui est en excès de chaleur. Aujourd'hui, l'océan se réchauffe davantage. Le vent pousse vers la Caraïbe, cette eau chaude qui s'accumule là-bas. Et quand vous avez 50 mètres d'épaisseur à 27 degrés, là, vous avez une bombe thermique. C'est-à-dire qu'on a tout réuni pour faire un cyclone. Donc, on est passé de tempête tropicale à cyclone. En Méditerranée, c'est pareil. La Méditerranée elle se chauffe, donc ça chauffe à la surface. Vous avez vu qu'on annonce de nouveau un phénomène méditerranéen, Cévenol, là, en ce moment. Ça ne vous a pas échappé qu'ici, on a du vent de sud-est. Le vent d'OTAN qui vient d'arriver. Vent de sud-est qui va traverser la Méditerranée, qui est en train de s'évaporer, qui amène toute cette vapeur d'eau sur les Cévennes. Ascension sur les Cévennes, précipitation, et ça revient à la Méditerranée en abondance. Donc, c'est ça, on est en train de perturber considérablement le cycle de l'eau. Et par ailleurs, vous avez des sécheresses meurtrières en Asie du Sud-Est, en Australie, en Afrique. Ça, c'était un petit chapitre sur le climat. Et donc, c'est là où l'arbre est tout à fait central. Alors, moi, ce que j'adore chez vous, Jean-Louis Etienne, c'est ce côté à la fois. C'est un livre très personnel, parce que vous expliquez aussi en quoi, par exemple, les cabanes en bois, enfin, cette idée, ce rêve de construire une cabane, que même après votre expédition de 6300 km, là, vous revenez dans le Tarn, et c'est votre lieu, finalement, où vous Port autonome. C'est votre port autonome, voilà, vous construisez votre cabane, vos cabanes, parce qu'il y en a même plusieurs. Ouais. Et en même temps, c'est un livre très personnel et un livre très pédagogique, d'une clarté, vraiment... J'aime la pédagogie. Bah oui, mais c'est pas toujours évident, la pédagogie, justement. Non, mais pour être pédagogue, il faut en amont accumuler beaucoup de connaissances, quoi. C'est tout, quoi. Hein. Je travaille beaucoup, en fait. Je lis beaucoup. Ce livre m'a pris 8 mois de travail intense, quoi, pour recouper les informations que vous trouvez ça et là, de manière à ce qu'elles soient justes, les confronter avec des spécialistes. Voilà. Donc je suis à peu près tranquille sur tout ce qui est écrit là. Mais la pédagogie, c'est intéressant, la pédagogie. Parce que pour arriver à expliquer et trouver l'image, si vous voulez, il faut passer au tamis tout ce qui est complexe pour arriver à quelques mots, quelques images qui permettent... voilà. Et ce que je vous ai dit tout à l'heure sur ce canevas de renouer avec l'écosystème Terre, c'est quelque chose dont je parle aux politiques. Ça m'arrive d'intervenir dans les assemblées politiques. Les hommes politiques, ils sont suroccupés. Ils n'ont pas une case, si vous voulez, pour ça. Vous le voyez bien, quand vous leur parlez, ils sont ailleurs. Et donc, il faut simplement trouver la petite image qui, tout d'un coup, tac, hop, elle est en place. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas le conseiller qui lui a dit n'oubliez pas de parler de ça tout à l'heure. Oui, d'accord. Alors, vous voyez ce que je veux dire? Il faut incarner les choses pour que ça devienne efficace. Et pareil en pédagogie, il faut arriver à incarner. Donc j'ai incarné l'arbre pendant, et c'est extrêmement surprenant. Extrêmement. Vous l'avez. Justement, alors l'arbre, oui, c'est extrêmement surprenant. On va prendre la naissance, on va partir de la graine, des racines, les arbres qui transpirent. Enfin, c'est passionnant. Il y a des choses vraiment. Je vous laisse. Ça part de rien, un arbre. Hein. Un chêne, ça part d'un gland. Vous avez vu, les glands, en ce moment, ils sont en train de tomber, là. Notre meilleur forestier, il est au boulot en ce moment-là. C'est le jet. Le jet des chênes. Hein, le jet qu'on a qui piaille en ce moment-là. Donc, j'arrive du Tarn, où j'ai dormi cette nuit, et ce matin, là, il faisait... Oh, vous avez entendu le jet, ça. En fait, en ce moment, il est en train de faire la réserve pour l'hiver. Il mange les glands, enfin il ne mange pas les glands. Il prend les glands, il a un jabot dans lequel il en met 4 ou 5 et il fait des planques. Il va planquer les glands pour l'hiver. Et il ne va pas tout retrouver, il en aura peut-être assez. Et donc ceux qu'il ne va pas retrouver et manger vont germer.
C'est le meilleur forestier. Vous avez un bec croisé qui est le pin d'Arole, par exemple. C'est pareil, c'est la même chose. Donc les animaux sont les forestiers. L'écureuil, l'agouti. Le rongeur aussi, l'agouti. Ah, l'agouti, ça c'est sous les tropiques. Vous avez l'agouti qui mange des fruits, effectivement. Et vous avez des transits. L'éléphant, par exemple. Il y a des graines qui ont besoin de transiter par l'intestin de l'éléphant, dont l'acidité, l'érosion va faire en sorte que ça va abraser l'écorce et puis qui va pouvoir germer. Donc, tout ça, c'est une mutuelle, en fait. Vous voyez, j'ai fait une conférence pour le Crédit Agricole. Et donc, je leur ai dit, il y avait le directeur qui était à votre place, là devant. Là, je dis, vous connaissez la plus grande mutuelle du monde? Donc, vous dites ça au directeur du Crédit Agricole. Papa! Et, voilà, et non, j'ai dit, non, c'est pas vous. Désolé, c'est pas vous, c'est la nature. C'est la nature, c'est une mutuelle, où toutes les espèces ont la vie en commun. Vous voyez, c'est dans ce système de proies-prédateurs, ils ont un système où on se connaît, on connaît les griffes de l'humain, on connaît machin et tout. Donc, dans un système de proies-prédateurs, cette mutuelle fait que toutes les espèces ont la vie en commun et mettent leur vie en commun et même leur corps à la fin, puisqu'ils vont être dégradés par les recycleurs, etc. Et donc, l'exemple de la nature est absolument merveilleux. Et l'arbre, dans tout ça, ça commence, vous l'avez dit, dans le sol. Ça commence dans le sol, une petite graine. Amusez-vous, là, en ce moment, il y a des glands, allez les chercher. C'est sympa de faire germer. Hein, vous voyez, vous le faites germer, et puis vous allez voir la petite radicule qui va descendre dessous, et la plantule qui va monter, qui va commencer à faire... Et puis dès qu'elle a épuisé la réserve, la graine, c'est une réserve nutritive, quoi. Et à un moment donné, donc, elle va commencer à pousser, faire des feuilles, et puis quand elle a épuisé son contenu, déjà les feuilles sont en action par photosynthèse, elle va refaire sa nourriture et se développer. Et puis une fois que ça a poussé, vous allez le mettre quelque part. Ça sera votre arbre, vous voyez. Hein, c'est vous qui l'aurez vu grandir, on va dire. C'est bien, donc ça commence dans le sol. Les racines, on ne voit pas ce qui se passe dessous, mais c'est énorme, quoi. Il y a les racines, bien sûr, qui vont chercher le sel, qui vont chercher les sels minéraux et l'eau. Et puis vous avez tout un système de champignons micellaires qui font tout le tour comme ça. Mais on dit que pour un arbre, je vois que là-bas, il y a une personne qui connaît parfaitement les arbres qui était avec moi tout à l'heure. Et donc, ils nous raconteront que le mycélium, ces petites radicules de champignons qui sont dessous, qu'on ne voit pas. Pour un arbre, c'est la surface d'un terrain de foot. C'est gagnant-gagnant, c'est-à-dire que ce petit mycélium va aller chercher de l'eau là où la racine ne peut pas aller, lui ramener des sels minéraux. Donc il y a une entente colossale de ce qui se passe sous le sol, quoi. Ça, on ne le voit pas, mais c'est énorme, quoi. Et ça part de là. Ensuite, vous avez bien sûr le tronc. Le tronc, il a l'avantage de stocker le carbone. Vous voyez ? Quand vous allez acheter un madrier pour faire votre cabane là, qui pèse 10 kg, une planche de 2 kg, un madrier de 10 kg, vous achetez 5 kg de carbone. La moitié du bois sec, c'est du carbone. Donc ça vous donne une idée du stockage du carbone par les arbres. Et après, il y a les branches, les feuilles. Et alors, si vous voulez, ça c'est le miracle de la photosynthèse. C'est la plus belle réalisation de la nature, la photosynthèse. Les végétaux se nourrissent en regardant le soleil, les pieds dans l'eau avec les racines, si vous voulez, qui va chercher l'eau et les sels minéraux. Ils regardent le soleil. Ils vont capter le gaz carbonique qui est dans l'air, le fameux CO2, qui est responsable du réchauffement climatique. Il va capter le CO2. Sous l'action du soleil, il va faire du glucose. Il se nourrit de ça et il nous libère l'oxygène. Donc vous voyez ce rôle déjà sur l'équilibre de l'air. Et en plus, vous l'avez évoqué, un chêne que nous avons dans nos forêts ou pas loin, là, un chêne qui a 50 ans, un beau chêne, qui fait 30 mètres, il transpire. Il transpire 250 litres par jour. C'est vaillant, les arbres. Transpire 250 litres par jour parce que c'est avec ça qu'il va faire monter la sève. Vous voyez, par osmose, l'eau circule sous terre dans les racines. Ensuite, par capillarité, vous voyez ce que c'est la capillarité? Vous mettez un sucre dans le café, ça va monter dans le sucre. Ça, c'est la capillarité. Donc, par capillarité, ça va monter. Puis, pour terminer le boulot, il y a la transpiration. Cette évapotranspiration, si vous voulez, qui fait que la sève va monter jusqu'au bout pour nourrir 250 litres en chêne. Une forêt de hêtres, à l'heure actuelle, de chez nous, ici, 1 hectare de hêtres, ça transpire 25 tonnes par jour. Donc, vous voyez l'hygrométrie que ça apporte, que l'on ne voit pas, la fraîcheur que ça apporte. Ceux qui travaillent dans la forêt amazonienne ont décrit les rivières flottantes. Il y a tellement de transpiration qu'on voit cette évaporation, cette vapeur d'eau qui circule comme ça, qui se déplace. C'est prodigieux. Et en plus, c'est le gîte et le couvert pour la biodiversité. On y retourne. Et donc, vous l'avez mentionné, moi je pense que c'est un lien de réhabilitation entre l'agriculture et la nature.
L'agroforesterie est un élément, oui. Il faut en parler gentiment avec les agriculteurs, mais ils comprennent. C'est vrai que moi j'ai connu le remembrement. Je me souviens, mon grand-père, j'habitais donc à Cuques, à côté de Vielmur. Le cimetière est là-haut et le 1er novembre, on allait là. Et mon grand-père me disait, regarde ce qu'ils sont en train de faire. Et je me souviens de ça, le remembrement. Certains l'ont connu, on rasait tout, les arbres, etc. Et ces champs immenses, ça ne fait pas tellement encore chez nous, parce qu'ils ne sont pas si géants que ça, mais si vous traversez la Beauce, si vous allez dans la Marne, vous avez des étendues, des kilomètres et des kilomètres. C'est du désert, le sol est mort. Il est mort, le sol. Le sol, il sert simplement à tenir les racines, si vous voulez, à capter l'eau, et on leur donne à manger aux plantes, de toute façon. On leur amène tout. À manger, les antibiotiques, tout ce qu'il faut pour qu'elles se développent, si vous voulez. Et il faut réhabiliter cette qualité de sol. Et l'arbre peut le faire. L'arbre peut le faire parce que, d'abord, il fixe l'eau. Vous voyez, on n'a plus ce lessivage des sols. Et puis, vous avez dessous toute une vie qui remonte. Aristote disait que les vers sont les intestins de la terre. Et c'est vrai que ça fait de nouveau un sol qui est riche. Ça fait un couvert qui est intéressant en période de canicule. Ça fait donc amener une multitude, une biodiversité très variée, pas que les oiseaux, les lapins et autres, mais de choses que l'on ne voit pas, qui sont efficaces contre les ravageurs. On craint ces fameux ravageurs qui vous ravagent un champ, si vous voulez. Donc aujourd'hui, contre les ravageurs, on n'a que les pesticides, si vous voulez. Et donc réhabiliter un écosystème par l'agroforesterie, c'est très développé dans la Haute-Garonne, dans le Gers, un peu partout. Et ici, vous mettez des haies, déjà, c'est pas mal. Et remettre des rangées d'arbres assez espacées pour que la moissonneuse-batteuse puisse passer. Vous voyez, vous perdez un peu de surface, mais ce que vous gagnez en qualité, peut-être on perd aussi en production, mais on va vers une agriculture d'une meilleure qualité. Vous écoutez Jean-Louis Etienne à la librairie Ombre Blanche à Toulouse le 20 novembre 2019 pour la parution de son livre « Aux arbres citoyens ». Vous parlez aussi bien sûr des forêts et des océans, des poumons verts de la Terre. Vous expliquez un petit peu les mérites de l'un et de l'autre. En fait. Oui, c'est surtout l'océan qui est un grand producteur. Si vous voulez, l'océan d'abord par sa surface. 70% de la surface de la planète, c'est l'océan. Donc je vous ai parlé du rôle qu'a l'océan. D'abord, l'océan, il capte le CO2, le gaz carbonique. 30% de nos émissions de gaz carbonique sont captées par l'océan. Il y a 2 pompes dans l'océan à gaz carbonique. D'une part, ce que j'ai évoqué, le petit phytoplancton, les herbes planctoniques, par photosynthèse, elles se développent, c'est de la production primaire, elles captent le CO2. Ça, c'est la pompe biologique. Et vous avez la pompe physique, c'est-à-dire la dissolution du gaz carbonique qui se dissout dans l'eau. Et ça se dissout surtout dans les eaux froides. Donc, c'est ce qu'on appelle la pompe physique. Donc, l'océan joue un rôle très, très important et c'est beaucoup plus le poumon de la Terre que ne peut l'être la forêt. La forêt, elle arrive à un stade une forêt amazonienne, par exemple, une forêt tropicale africaine. On ne peut plus parler de poumon parce qu'elle arrive à un climax, à une maturité, à une stabilité. Donc, il consomme l'oxygène, il produit autant, il y a un équilibre, si vous voulez. Par contre, si on détruit ça, effectivement, tout le carbone qui était stocké dans cette forêt, si on le brûle, ça va repartir dans l'atmosphère. Et on apprend énormément de choses dans votre livre, bien sûr, Jean-Louis Etienne. Et vous parlez à un moment donné de l'histoire maritime française, notamment du XVIIe siècle, l'époque de Louis XIV et de Colbert. C'est le titre, des forêts pour la conquête des océans, c'est le début de la 3e partie. Qui tient la mer, tient la terre. Les arbres ont payé un lourd tribut pour la défense et le rayonnement des États. Et oui, parce qu'au XVIIe siècle, il y a un grand bouleversement. Il faut construire des bateaux, la marine. Oui. Henri IV, c'était labourage et pâturage. On ne regardait pas l'océan. Tabarly disait que l'océan, c'est ce qu'on a dans le dos quand on regarde la plage. Pour les Français, c'est vrai qu'on n'est pas une population de marins, comme peuvent l'être les Anglais, par exemple. Ils sont au milieu du Nil, ça facilite les choses, quoi. Mais de cette période-là, Henri IV, c'était labourage et pâturage. Donc on s'en foutait un peu de l'océan. Et en fait, on s'est rendu compte que les Espagnols et les Portugais commençaient à s'étendre et à se partager le monde. Les Anglais sont sortis du bois, ainsi que les Hollandais. Puis à un moment donné, nous, il a fallu qu'on fasse une armada. On avait des galères. On s'intéressait surtout à la Méditerranée. L'océan était beaucoup trop grand pour nous. Donc en Méditerranée, il y avait des chantiers de galères, à Marseille, dans le coin, etc.
Et à un moment donné, donc Colbert est arrivé et donc il a compris qu'effectivement, il fallait qu'on étende notre pouvoir sur la mer. Et là, il a fallu construire des bateaux. Et pour faire un bateau, il faut un minimum de 3000 chaînes. Donc on a commencé à raser. Alors, il n'y avait pas de camion. Et donc on faisait descendre les grumes par les rivières. Les bonnes années, c'était quand il y avait des crues. Parce qu'en fait, on faisait des radeaux comme ça. Donc il y avait des hommes dessus qui s'appelaient des radeleurs, donc qui descendaient des radeaux dès qu'il avait plu. Dans les Pyrénées, vous avez le chemin de la Mâture. Le chemin de la Mâture. Et donc, parce qu'il fallait tellement des arbres, on avait vu une forêt qui était inaccessible. Comment on va faire? Pour c'était des pins droits, magnifiques, on pouvait faire des mâts avec ça. Mais seulement pour les faire descendre. Et donc, on a érodé la montagne comme ça, avec des gens qui étaient suspendus à des cordes, à l'explosif. On ne dit pas combien il y a eu de morts, hein. On ne sait pas, mais c'est énorme. Et donc, on a réussi à les faire descendre. Il y avait 2 bœufs devant qui tiraient, puis il y avait 8 paires de bœufs derrière, ça descendait comme ça. Enfin, c'est incroyable ce qu'on fait. On arrivait en bas dans la rivière, et puis on faisait le radeau, et on attendait qu'il pleuve beaucoup, et on redescendait. Enfin, ça a été un chantier colossal, mais on a effectivement abattu une grande partie des forêts. Mais Colbert a compris qu'il fallait entretenir la forêt. D'ailleurs, les premiers fondements de la gestion forestière datent de cette période-là. Vous parlez même de l'ordonnance d'août 1669, qui est la base du code forestier moderne. Qui est vraiment, aujourd'hui. Ouais. Ce qu'on apprend aussi, c'est que la France est le 3e pays le plus boisé d'Europe, hein, derrière la Suède et la Finlande. Hein. Les 2 premiers sont... Oui, on a des forêts. Vous dites qu'elle possède suffisamment de ressources sylvestres pour gérer de façon durable, justement, la production de chauffage urbain et la construction d'immeubles en bois. Alors, pour la construction, c'est bien. Chauffage, tout dépend de la quantité que l'on utilise. Je vous donne un exemple d'un échec. On a encore en France 4 centrales au charbon, dont une à Gardanne. Donc ça fait un moment, plusieurs présidentielles, que tout le monde dit il faut l'arrêter, il faut l'arrêter, il faut l'arrêter. Mais c'est une transition énergétique, transition écologique, mais en même temps c'est une transition sociale. Vous voyez comment on la gère? Personne n'a encore attaqué le... Donc à un moment donné, il y a un industriel français qui a dit pourquoi on ne changerait pas le charbon par le bois? Alors ils se sont dit d'accord. Donc il nous faut combien de bois? Très bien. Donc ils ont fait avec le compas comme ça un tour. Alors, ils prenaient le bois de l'Ardèche, des Hautes-Alpes, etc. Il fallait tout ce bois-là. Puis alors, à Gap et ailleurs, ils ont dit, hop. Nous, ce bois, on a déjà des centrales de chauffage au bois. On l'exploite pour le chauffage tertiaire, etc. Et donc, ne venez pas chercher notre bois. D'accord. Donc, on va chercher le bois au Canada pour faire marcher la centrale de Gardanne. Et quand on sait que le bois a le plus mauvais rendement énergétique, vous voyez, si vous prenez du bois, vous mettez du bois, du charbon, du gaz, le bois a un rendement énergétique qui est beaucoup plus faible. Et en plus, ce bois qui arrive de loin, qui n'est pas tellement sec, voilà un exemple de très mauvaise gestion, parce que l'idée, c'était, on fait brûler le bois, le gaz carbonique qui s'en va, hop, il est repris par des arbres qui vont se développer. Voilà l'économie circulaire. En fait, ça dépend de la quantité que vous consommez. Par contre, ce qui est intéressant et qui se développe, ce sont les constructions en bois, les immeubles en bois. C'est intéressant parce que, comme je vous disais tout à l'heure, dans une poutre de 50 kg, vous avez 25 kg de carbone. Ce carbone qui a été pris de l'atmosphère, il est stocké dans l'arbre. Vous en faites une construction, il reste là, stocké. Et donc, il y a des immeubles. Il y en a un à Bordeaux, il y en a un à Strasbourg, de 18 ou 20 étages, je ne me souviens plus. Donc, c'est des vraies constructions à ossature bois. Et ça se développe de plus en plus. Donc, c'est du stock de carbone. Les 2 problèmes principaux qu'il faut résoudre, c'est l'incendie et le son. L'isolation phonique, je veux dire. Mais l'isolation thermique est très bonne. Mais on sait faire et ça se développe de plus en plus, mais pas des cabanes ou des chalets, mais de vrais immeubles en bois. Avec aussi les toits végétalisés, enfin les forêts. Ça, je l'ai fait, ça. La plantation des arbres aussi en ville, oui. Justement. Moi, j'ai végétalisé mes cabanes, mais c'est les cabanes, j'y habite, hein, c'est dans le Tarn. Là. Et alors, c'est moi qui ai dessiné et qui ai construit une partie. J'ai l'autorisation de construire, je suis allé déposer à la DDE, à Castres. Et, parce que ça faisait plus de 20 mètres carrés et le maire de la commune, il m'a dit c'est pas un abri de jardin ton truc, il faut aller voir la sous-préfecture. Donc chez la sous-préfecture, c'est moi qui avais dessiné, j'avais dessiné des tuiles sur le toit, m'a fait cet ossature bois avec du verre. On l'a construit. J'ai mis de la terre et j'ai végétalisé le toit. Je voulais voir sans être vu, donc on est vraiment dissimulé. Et un jour, je vois arriver une camionnette orange, là, la DDE. Et un gars qui arrive avec les plans, sympa. Il me dit, je viens voir si vous êtes en conformité. Il dit, regardez. Et donc, il regarde et puis, il dit, ça va, vous êtes en conformité. Et j'ai dit, mais vous avez vu le toit? Alors, le toit, ça avait déjà poussé. J'avais des iris, ça pousse bien sur le toit. Et il dit, je me souviens, c'est inoubliable. Il me dit, ah merde. Il me dit,
Et il me dit, c'est embêtant pour l'environnement. Et il me dit, parce que ici, c'est la tuile canal. Et il me dit, donc, c'est emmerdant pour l'environnement. Et je lui ai dit, mais c'est pas emmerdant pour l'environnement, vous l'aviez même pas vu. Vous voyez ? Et il est reparti. Vous aviez découvert en Californie, je crois, ces constructions ah oui, à l'époque. Ouais, c'est ce qui vous avait donné envie. Ah oui, j'ai habité en Californie quelque temps, à plusieurs reprises. Et j'ai découvert effectivement les constructions en bois, architecture libre, comme on peut imaginer en Californie, dans les bois d'eucalyptus, en bord de mer. Puis j'avais ramené des bouquins, comment construire des maisons en bois, architecture libre. Donc c'est ce qui m'a beaucoup inspiré. Et donc je me suis exécuté dans le Tarn. Je revenais à peine de la traversée de l'Antarctique, la plus longue jamais réalisée, 7 mois, 6300 km en traîneau à chien. Je retrouvais enfin le vert de la forêt, son odeur, le chant des oiseaux. Et c'est là, serein, acquis sur un coteau de campagne adossé à la forêt, que j'ai acquis la conviction profonde qu'il ne fallait pas chercher plus loin. Perché sur une colline qui domine la vallée de l'Agout, où je suis né, où j'ai grandi, où j'ai exercé la médecine, où je connais tout le monde, où tout le monde a entendu parler de mes expéditions lointaines, où sur une plaque à l'entrée du village est gravé « Village natal de Jean-Louis Étienne ». C'est là, sur l'adret de ce coteau, que j'allais construire mes cabanes. Et oui, parce que le voyageur, en fait, il cherche un coin où il va enfin s'apaiser, quoi. Vous voyez et j'en ai vu. J'en ai vu des beaux coins en me disant... Là, c'est peut-être là que le truc parfait, là, sur des coins où il n'y a ni POS ni COS, vous voyez. Vous savez ce que c'est le POS, plan d'occupation des sols, coefficient des sols, voilà. Page suivante. Et un jour, donc, je revenais de cette traversée de l'Antarctique et j'avais un besoin d'apaisement, quoi. Et donc, je vais voir le maire du village, René, il s'appelait René, je dis, tu as pas quelque chose dans les coteaux, là? Et il me dit, ma femme me connaît bien, elle va t'y amener. Alors, elle commence à m'amener sur un coin, elle me dit, là, on va faire un lotissement. J'ai dit, mais non, tu n'as rien compris. C'est pas un lotissement que je veux. C'est un coin. Donc, elle m'a amené sur des trucs où ça ne m'intéressait pas. Puis, elle m'a dit, il y en a une maison paumée là-haut. Et donc, elle m'a amené là. Et là, donc, j'ai enregistré. On est revenu, puis j'y suis revenu tout seul, là. Et je dis, ouais, c'est là. C'est là, et donc, c'est là que j'ai vraiment construit. À un moment donné, je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis venu foutre là? Vous voyez, vous avez vu tellement, etc. Et il m'a fallu du temps pour renouer avec cette racine profonde. Et la racine, alors je dis tout le temps racine oui, enracinement non. La racine de votre lieu, elle vous nourrit où que vous soyez. Vous voyez ce que je veux dire? Mais j'avais besoin de savoir que c'était là. En Creil, je me souviens très bien d'un soir, je me demandais ce que je foutais là. Et je suis allé dormir dehors. Il y avait du vent d'autant, je me souviens, c'était l'hiver. On voyait la lune, quoi, c'était plein de lune. Et à un moment donné, je me suis dit, mais attends, mais c'est ici le Canada. C'est ici la Californie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est l'idée que l'on en a. Et on me pose souvent la question, quelle est la plus belle image que vous avez vue, quel est le plus beau paysage, machin et tout. J'ai dit, vous savez, il vaut mieux une belle histoire d'amour ou d'amitié à Sarcelles. Vous voyez ce que c'est Sarcelles? J'ai dit, il vaut mieux une belle histoire d'amour et d'amitié à Sarcelles qu'un chagrin à Bora Bora. Vous voyez, un chagrin à Bora Bora, ça a beau être Bora Bora, c'est pas beau, quoi. Vous voyez, quand vous êtes triste, quoi. Par contre, si vous êtes heureux à Sarcelles ou ailleurs, je ne sais pas, vous voyez ce que je veux dire. C'est la façon dont on reçoit les choses et tout. Quand je me suis dit, mais c'est ici. C'est uniquement tout d'un coup l'ouverture que l'on a pour recevoir un peu ce qui est là présent. Et l'apprentissage du regard se fait petit à petit quand on connaît le lieu. Rien n'est minuscule quand on a appris à regarder, quoi. Vous citez des exemples d'arbres aussi qui sont menacés, un petit peu comme les séquoias. Il fait chaud ici, hein? Oui, il fait très chaud, oui, vous voyez qu'on ouvre, attendez. Chacun d'entre nous est un petit radiateur à 37. Donc vous voyez là. Juste quelques mots sur les séquoias. Là, j'ai commencé. Ah oui, les séquoias, c'est des arbres absolument géants, oui. Ils sont menacés par la sécheresse. Oui, ils sont beaucoup en Californie. Ce sont des arbres qui font une centaine de mètres de hauteur et qui commencent à souffrir effectivement du manque d'eau. En Californie, il y a de moins en moins de précipitations neigeuses dans les massifs du Colorado et la rivière Colorado aussi est moins alimentée. On n'a pas passé en vue tout le livre, parce qu'on a laissé des passages, heureusement. Mais est-ce que vous avez des questions, des remarques, des réflexions pour Jean-Louis Étienne? Il y a une chose devant laquelle on est tous égaux. Quel que soit le pays d'origine, la couleur de la peau, que l'on vienne, la taille que l'on fait, etc., c'est la température du corps. 37. C'est chaud, 37. Faites l'expérience en arrivant à la maison, dans un bol, dans une casserole, ce que vous voulez, vous mettez de l'eau à 37. Avec le thermomètre médical, là, le bien, 37. Et vous trempez la main dedans, vous allez voir, on est chaud. Et on ne peut pas y échapper.
on est condamné à gérer ce capital thermique. C'est vrai qu'on est tous à 37 et qu'on rayonne effectivement à la fois et d'humidité et de chaleur, quoi. J'ai plaqué mon chêne comme un saligot, mon copain le chêne, mon alter ego. On était du même bois, un peu rustique, un peu brut, dont on fait n'importe quoi, sauf naturellement les flûtes. J'ai maintenant des frênes, des arbres de Judée, tous de bonnes graines, de haute futée. Mais toi tu manques à l'appel, ma vieille branche de campagne, mon seul arbre de Noël, mon mât de cocagne. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû le quitter des yeux. Les arbres du canal. Les platanes, vous voulez dire? Ils sont malades. Est-ce qu'il y a quelqu'un a une réponse? Parce que j'étais avec un gars tout à l'heure qui s'en occupe, là il sait mieux que moi. Parce que moi je fais que répéter ce qu'il a dit, alors autant qu'il le dise. Oui, bonjour à tout le monde. Je suis Georges Fetterman, je suis le président de l'association qui s'appelle Arbre, mais je ne suis pas venu pour parler. Non, mais les arbres, la question. Les arbres du canal, oui, ils sont menacés. Il y a un champignon. Vous savez comment il est arrivé, ce champignon? Il est arrivé avec les caisses de munitions américaines au débarquement en Provence. Donc évidemment, il y avait d'autres soucis à l'époque que de s'occuper des parasites forestiers. Et à partir de là, le champignon en question, il s'est répandu dans tous les platanes du Midi. Et petit à petit, ça gagne du terrain vers le nord. On vient de signaler, moi je suis parisien, ça s'entend. On vient de signaler un premier cas proche de la région parisienne. Donc ce champignon, ça me permet de dire les champignons, tu as dû en parler, mais les champignons sont à la fois les alliés des arbres puisqu'ils permettent les relations entre les arbres par en dessous de manière admirable. Et simultanément, sont des parasites terribles pour les arbres, au point que malheureusement, jusqu'à présent, on n'a pas trouvé de solution pour combattre cette maladie. Et c'est un crève-cœur pour tout le monde de voir ces merveilleux alignements abattus, où il y a débat sur le fait d'abattre les arbres. Je crois qu'entre les spécialistes, malheureusement, il n'y a pas de débat. Est-ce qu'il faut abattre les arbres voisins qui ne sont pas touchés? Parce qu'on sait que le parasite, il communique par les racines. Et donc, ça suppose que les arbres voisins aussi peuvent être touchés. Donc, abattre un arbre, est-ce qu'il faut abattre les arbres voisins? Mais l'abattage des arbres, malheureusement, moi, passionné d'arbres remarquables, dans une soirée comme ça, avoir comme seule intervention de dire qu'il faut abattre les arbres, c'est terrible. Oui, non, mais vous avez compris que c'est quand même un problème compliqué, quoi. C'est très lourd, très lourd. Voilà, merci. Je t'en prie. Vous avez une question? Moi, ma question, c'est plutôt sur les océans. On a suivi avec passion vos différentes expéditions. Et un de vos projets, c'était le projet Polar Pod. Je voulais savoir où est-ce que ça en était pour monitorer les océans, les courants. Alors, donc, le projet Polar Pod, j'ai passé l'âge de la retraite, mais je continue. En fait, il faut inventer sa vie. Inventez vos vies, quoi. Il n'y a pas d'âge, en plus, pour commencer, quoi. C'est ça qui est important. Il ne faut pas se retenir. Il ne faut pas se limiter. Il faut être ambitieux dans ce que l'on entreprend. On a toujours été appris à être un peu comme ça, la servitude volontaire, quoi, de la Boétie. Moi, je me suis libéré de tout ça pour inventer des choses qui n'existent pas. Et le projet Polar Pod, c'est un navire vertical qui fait 100 mètres de haut, qui pèse 1000 tonnes et qui va dériver autour de l'Antarctique, c'est-à-dire le continent du pôle Sud, pour étudier cet océan qui entoure l'Antarctique. L'océan austral qui est méconnu et qui a un rôle essentiel sur le climat parce que c'est le principal puits de carbone océanique de la planète. Le CO2, je vous l'ai dit tout à l'heure, il se dissout dans l'eau, il se dissout surtout dans les eaux froides. Et cet immense océan autour de l'Antarctique, qui sont des eaux froides, c'est le principal puits de carbone océanique de la planète, dont on ne connaît pas la performance. Et donc ce navire vertical, qui est très stable dans la grosse mer, va nous permettre de séjourner. Et c'est le courant qui nous entraîne, on est zéro émission, on est autonome en énergie totalement. Polar Pod, allez sur Internet, Polar comme Polar. Et POD, POD, qui veut dire plateforme océanographique dérivante. On va dériver avec le courant pour étudier la capacité de cet océan à absorber le gaz carbonique. Et deuxièmement, comme à 80 mètres de tirant d'eau, il y a le silence. Et là, on va mettre des micros, des hydrophones, on appelle ça, et on va faire un inventaire de la faune par acoustique. On connaît la signature sonore de toutes les espèces. Vous entendez un G, vous dites « Ah, ça c'est un G en rossignol ». Enfin, vous les connaissez, plus ou moins, mais... Et là, c'est pareil. Sous l'eau, on connaît la signature sonore des espèces et par enregistrement, par acoustique passive, on va faire un inventaire de la faune. Normalement 2023.
Peut-être une toute petite question sur la notion de cabane dans les arbres et tout ce que ça peut comporter pour chacun d'entre nous de fantasmes depuis l'enfance, les cabanes et tout ça. J'ai côtoyé quelques projets de cabanes dans les arbres et notamment un ami Tom qui avait fait une cabane avec plein d'arbres au milieu. Il avait oublié de penser que les arbres, ça bouge. Ça bouge et ça se développe. Donc sa cabane, elle bougeait et ça grandissait, ça crissait de partout, ça faisait des bruits incroyables. Enfin bon, c'était des étapes. On peut penser les choses de manière plus raisonnée, probablement. Et après, moi j'ai un espace avec un grand jardin et une forêt à côté. La forêt, eh bien, il y a cette notion qu'il faut s'adapter à elle aussi. Et elle résiste sur certains... Bon, il y a des moustiques, il y a des bestioles de partout, il y a des nids de frelons, des choses comme ça. Voilà. Il me semble qu'il faut aussi développer une capacité de contact avec la nature, que c'est pas juste du joli, du calme. Le toit végétalisé, c'est très, très joli. Bon, parfois ça sèche parce qu'il y a sécheresse et des choses comme ça. Quand il y a des iris dessus, c'est fantastique et tout. Mais voilà, c'est aussi tout un apprentissage. Il faut l'avoir envie. Hein. Et voilà, je voulais dire que c'est pas... Il y a une vision idyllique de tout ça. C'est un grand bonheur de pouvoir respirer le bois, les forêts, les arbres et de sentir ce contact, entendre les bruits, dormir dans ces endroits-là, c'est quelque chose d'exceptionnel. Mais il n'y a pas d'âge, madame, pour le faire. Il faut y aller, allez-y. Oui, mais ça, allez-y. Je le fais. Mais moi, je vous déconseille de le construire sur l'arbre. Moi, voilà. Moi, je ne suis pas construit sur l'arbre. J'ai des chênes pubescents qui sont trop fragiles. Elle est au cœur des arbres, sur pilotis, parce que c'est un coteau comme ça qui descend assez. Et donc, je suis sur pilotis. Vous mettez des pilotis en acacia, c'est imputrescible. Et après, vous avez un plateau là-dessus, voilà. Mais il est évident, vous avez des insectes, il y a de tout, quoi. C'est la vie. Hein. On va en rester là. Je vais vous remercier, en tout cas toutes et tous, et merci beaucoup Jean-Louis Etienne d'être venu. She crossed herself as she put on her things. She has promised once before not to live this way. If she don't calm down, she will burn herself out like a forest fire. Well, doesn't that make you smile? If you don't slow down. Vous venez d'écouter une rencontre enregistrée à la librairie Ombre Blanche avec Jean-Louis Etienne le 20 novembre 2019 à l'occasion de la publication de son ouvrage Aux arbres citoyens aux éditions Paulsen. Vous êtes sur Radio Radio, bonne écoute de la suite de nos programmes. Forest fire. I believe in love. I'll believe in anything that's gonna get me what I want, get me off my knees. Then we'll burn your house down. So good, it's a forest fire. Every time we get together, then spin you round just like we said we would. 'Cause we're a forest fire. Believe we be, we'll tear this place down. If we get caught in this wind, then we could burn the ocean. If we get caught in this sea, we're gonna be undone. It's
just a simple metaphor. And it's for a burning